Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Tami, on va le représenter. Monsieur Tami Jardin, c'est un agriculteur camerounais. En fait, il a fait beaucoup d'années en Europe, hein, beaucoup d'années, fait 11 ans en Europe et décidé de porter son sac et rentrer en Afrique. C'est pas donné à tout le monde. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes entrés en Europe en disant que je pars là-bas pour 3 ans. Je vais rentrer. Je pars là-bas pour étudier, je vais rentrer. Mais beaucoup ne rentrent jamais. Mais lui, il est arrivé ici, il a été chef d'entreprise. C'est ça qui me casse encore le plus. Lui, il a été chef d'entreprise. Il finit d'être chef d'entreprise. Il décide maintenant que moi, les entreprises de l'Europe, là, je ne suis pas dedans. Et il précise que l'entreprise qu'il faisait, il a constaté que tout le monde était capable de faire ça. Et lui, il a décidé de rentrer faire l'agriculture au Cameroun. Monsieur Tami, selon vous, tout le monde ne peut pas Oui. faire l'agriculture. Parce que vous avez trouvé que tout le monde peut faire le nettoyage. Mais l'agriculture, tout le monde ne peut pas le faire. Non, non, non. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est compliqué. Ouais, Pourquoi? parce que lorsqu'on parle de nettoyage, ouais, là où je travaille, il fallait juste venir, par exemple, nettoyer le marbre, si c'est le marbre, ou bien nettoyer le carrelage, les plaintes, etc. Donc c'est ça le nettoyage. Ou bien les vitres, les rambades comme ceci, ça dit ce balcon. Oui. Tout le monde peut le faire. Par contre, en agriculture, il faut maîtriser certaines données, certaines techniques, une technicité. Tu vois, Oui. il faut déjà savoir que ce que je veux faire là, la culture que je veux faire, je parle et je me réécoute. Hein. Vous réécoutez. Oui. Une minute. Vous Ouais, m'écoutez là, déjà là? je me réécoute toujours. Non, je crois que ça va aller. Voilà, là, c'est bon. Ok. Là, Voilà. c'est bon. Je disais donc que en agriculture, il faut de la technique. Tu Oui. vois, la technique, c'est quoi? C'est déjà de savoir si le terrain qu'on dispose est capable d'accueillir un certain nombre de cultures ou pas. Tu vois, parce que un terrain qui est propice pour la culture du bitacola, par exemple, ne le serait pas pour la culture des mangues. Tu vois? Donc, il faut déjà cette technicité-là, il faut déjà cette maîtrise de la chose pour le savoir. Oui. Donc, après cela, il faut savoir que il y a les semences. Si par exemple tu veux faire une telle spéculation, il faut être capable de savoir que les semences-ci que je dispose sont des semences qui pourront me m'octroyer tel rendement, les résultats escomptés. Mhm. Après ces semences-là, lorsqu'on plante, il faut un suivi. Tu vois, le suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des engrais à apporter, il y a des pesticides à apporter, bref, des produits phytosanitaires, un certain type de dosage. En fonction des attaques il y a un certain dosage qu'il faut apporter. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux te lancer en agriculture, tu peux lancer une spéculation agricole. Mhm. Et toi, tu utilises par exemple 10 grammes d'un produit pour traiter tes plantations, alors que moi, j'utilise 40 grammes. En fonction de l'attaque ou bien en fonction de la prévention qu'il y a à faire sur cet espace. Le nettoyage que je faisais en Europe, c'est complètement différent.
Tu vois, lorsque tu veux nettoyer, en fait, ce sont les mêmes opérations qu'on effectue tous les jours. Alors qu'en agriculture, ce n'est pas pareil. Ah, tu peux lancer une campagne aujourd'hui, tu récoltes et la prochaine campagne, tu changes complètement le système. Tu changes complètement les produits utilisés. Parce que les difficultés que tu rencontres lors de la deuxième campagne ne sont pas les mêmes que celles que tu as rencontrées lors de la première campagne agricole. Ok. Euh, une minute. Euh, est-ce que, est-ce que selon vous, l'agriculture ne se transmet pas de père en fils? Ou il faudrait forcément se former? Est-ce que ça ne se transmet pas de génération en génération? Ou il faudrait forcément se former? Non, en Afrique, on n'est pas encore à ce niveau. Ouais. Et on n'est pas encore à ce niveau en Afrique. Pourquoi? Parce que l'agriculture ne rend pas encore véritablement riche les acteurs du secteur. Je ne sais pas si tu vois. En Europe, Ouais. ça se transmet de père en fils parce qu'un parent européen, lorsqu'il se lance dans une spéculation, prenons l'exemple d'un Européen qui lance ses plantations de vignes ou bien ses Mhm. plantations de pommiers. Ça lui rapporte quelque chose. Et Ouais. lorsqu'un business vous rapporte de l'argent, forcément, vous n'allez pas le bannir. Forcément, vous allez léguer ça comme héritage à votre progéniture. Mhm. Je ne sais pas si tu vois. Mais on ne peut Ouais. pas léguer la pauvreté. Dans le contexte africain, on ne peut pas léguer la pauvreté à sa progéniture. Je ne sais pas Ok. si tu vois. Ouais. Quel cultivateur ici en Afrique qui ne parvient même pas à manger 2 repas par jour va rêver que son enfant devienne agriculteur? C'est impossible. Et pourquoi ces personnes ne rêvent pas? Tout simplement parce que ça ne rapporte pas. Soit peut-être parce que les techniques utilisées sont désuètes, ne datent de Mathusalem, soit parce que la mécanisation n'y est pas, soit parce que il y a un manque je veux dire quoi? Soit parce que les acteurs du secteur ne savent pas comment rentabiliser, faire de telle sorte que leur secteur soit attrayant. À partir du moment où ce n'est pas attrayant, c'est clair que vous ne pouvez pas léguer ça à un enfant. Par contre, vous allez voir des gens, des parents qui font dans l'immobilier, lorsqu'ils ne sont pas là, leurs progéniture, leurs enfants reprennent cela. Les seuls enfants qui reprennent l'agriculture de leurs enfants, c'est-à-dire, je veux dire l'agriculture de leurs parents, Mhm. sont ces enfants qui veulent rester dans le statu quo, c'est-à-dire qu'ils veulent rester au même niveau que leurs parents, parce que leurs parents est mort pauvre. Du coup, leurs parents est mort avec la pauvreté. Il leur a légué l'agriculture comme la pauvreté. Ils sont là aussi dedans. Ils sont pauvres. Par contre, quand c'est dans l'immobilier, tu vas voir que les parents qui excellent dans l'immobilier, quand ils lèguent l'immobilier à leur enfant, ce n'est pas pareil. L'enfant vient exceller avec ça. Je ne sais pas si on, je sais pas si on se comprend la relance. J'ai compris. Je comprends directement ce que vous êtes en train de dire. Ce qui veut dire que les parents qui ont laissé les 50 hectares de palmiers à leurs enfants, ils ont légué la pauvreté à leurs enfants. C'est trop fort quand même, hein? Hein? On comprend que Non, les... c'est toi qui parles de palmier. Je n'ai pas parlé de palmier. Je n'ai pas parlé de palmier. C'est toi qui es en train de parler de palmier. Je n'ai pas dit ça. Regarde, il y a des agriculteurs qui ont des 50 hectares, comme tu es en train de dire là. Tu vois, Mhm. qui produisent déjà. Hmm. Ouais. Avoir 50 hectares d'une spéculation agricole, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est énorme. Tu vois. Mhm. Donc, léguer cela à sa progéniture,
ce n'est pas rien. Je suis juste en train de dire que lorsqu'on reprend le système africain et on le compare au système occidental, on voit que les choses sont différentes, complètement différentes. Pourquoi? Parce que en Europe, toi tu es en Europe, moi j'y étais. Tu vas toujours constater que même quand un parent est cordonnier, même quand un parent fabrique, repart les vélos, il fait toujours tout pour que un de ses fils le substitue dans son activité. La différence maintenant, c'est que quand son enfant le substitue dans la cordonnerie, il ne le fait plus comme son parent le faisait. C'est vrai qu'il conserve parfois toutes les machines que son parent utilisait, mais à côté de ça, il fait autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui va venir pour faire la cordonnerie, il ne va plus se limiter au point où, au niveau où le parent prenait juste les chaussures et il cousait tout simplement. L'enfant va coudre les mêmes chaussures, c'est-à-dire qu'il va faire la même chose que son père faisait, mais à côté peut-être il va vendre des chaussures neuves ou même des machines pour coudre des chaussures et ça devient différent. Or ici ce n'est pas la même chose. Est-ce que, M. Tamé, vous ne pensez pas que c'est parce que les Africains ne lèguent pas qu'on reste pauvre? Parce qu'on vient de prendre quelque chose. Hein. Tu viens de parler de léguer. Léguer, ce qui veut dire que avant de léguer, on éduque l'enfant par rapport à ça. Bien que l'enfant soit en train de faire l'université, en train de faire ceci, on le lègue. Mais tellement aujourd'hui, les parents africains ont tellement de rêves. Je suis agriculteur. J'aimerais que mon fils soit médecin. Il reste concentré toute la vie à l'école. Je suis salarié. J'aimerais que mon fils devienne greffier. Il doit rester concentré à l'école. Est-ce que c'est parce que les parents africains aujourd'hui ne se concentrent plus à éduquer les enfants sur les connaissances qu'ils ont, que nous, Africains, nous sommes pauvres? Est-ce que ça ne joue pas un rôle? Oui, bien évidemment, ça joue un rôle. Surtout que quand on compare tout, il y a aussi le standard de vie qu'il faut regarder. Nous sommes dans un environnement où le parent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne parvient même pas à manger 2 fois. Ou même, je vais dire 2 fois par jour. Vous voyez? Du coup, ce parent, du moment où il ne parvient pas, où son activité ne lui permet même pas de manger 2 fois par jour, c'est clair qu'il comprend directement que c'est une activité, c'est un secteur peut-être qui n'est pas rentable. Du coup, il va rêver que son enfant soit plutôt médecin, que son enfant soit plutôt pilote, que son enfant soit plutôt autre chose que ce que lui, il fait. Par contre, si l'activité nourrissait son homme, la donne allait changer. Ok. Vous avez parlé de léguer l'agriculture pauvre. Selon vous, quelqu'un qui lègue les champs de manioc, les champs de patates, les champs d'igname et tout ça, il a légué la pauvreté. Que penses-tu? Non, il n'a pas légué la pauvreté. Non, il n'a pas légué la pauvreté. Il n'a pas légué la pauvreté. Le problème, comme je dis, c'est que lorsque nous avons un business en tant que parents, le plus souvent, on n'associe pas nos enfants dans ces business-là. Tu vois ce que je dis? On ne les associe pas dans ces business. Vous allez voir un parent qui est mécanicien ici. Il excelle dans la réparation des voitures. Tous les grands types du pays là réparent leurs voitures chez lui. Mais aucun de ses enfants n'est mécanicien. Quand tu vas aller dans la menuiserie, tu vas constater la même chose. Aujourd'hui, quand même, c'est en train de changer petit à petit. Mais c'est très lent. C'est très lent. Je te dis ce que je constate. Je connais plusieurs parents qui excellent dans leur domaine d'activité, qui ont plusieurs enfants et aucun de leurs enfants ne maîtrise ce qu'ils font.
Et c'est dommage. Parce que quand ce parent ne sera pas là, l'activité va tout simplement mourir. Oui. Or, en Europe, c'est pas pareil. J'étais en train de te dire tout à l'heure que même quand un parent en Europe est cordonnier, simple cordonnier, il fait tout pour que un de ses enfants devienne cordonnier, pour le remplacer, pour le substituer et mettre un peu, apporter de la plus-value à ce que le parent faisait. C'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive, il ne fait plus seulement la cordonnerie, mais à côté, il vend les chaussures et il vend les machines. Il faut comprendre que nous qui sommes en Europe, quand tu écris recherche d'emploi, tu vas entendre que entreprise familiale, notre entreprise familiale recrute telle personne. Mais tu regardes l'entreprise familiale, tu découvres que cette entreprise familiale a 100 ans. Tu te demandes que, attends un peu. Mais on parle d'entreprise familiale, ça a 100 ans. Vous appelez ça entreprise familiale ou entreprise comment? C'est juste par le fait que les Européens lèguent. Ils forment et ils lèguent. Ça reste véritablement une structure familiale. On n'ouvre pas une entreprise pour que ça puisse fermer demain. On ouvre une entreprise pour que ça puisse être générationnel. Ça, c'est des cultures. Monsieur Tamé, on va rentrer dans les cultures vivrières. Nous avons beaucoup parlé des cultures, je peux appeler ça du niveau peut-être pas de consommation, mais là, rentrons un peu dans les cultures vivrières, ce que les Africains mangent, les Camerounais mangent. Que pensez-vous de cette agriculture? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est bien calculé d'investir dedans? Parlons par exemple du cas du manioc. Bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr. S'il faut prendre l'exemple du manioc, je vais même surprendre des gens ici en disant que le manioc est plus rentable que la culture du blé, par exemple. Tu vois? Ouais. J'ai un problème avec le manioc. Le manioc est plus rentable que le blé. Pourquoi? Parce que même sous d'autres cieux, en Occident, bref, en Occident, sur 1 hectare de blé, on récolte pratiquement 10 tonnes par là. 10 tonnes de blé à l'hectare. Alors, le plus souvent, ces prouesses agricoles ne se vivent que de l'autre côté, c'est-à-dire en Occident. Ça veut dire que si quelqu'un cultive le blé ici, en Afrique, il va peut-être espérer 2 tonnes, 3 tonnes. Celui qui a tellement fait va osciller autour de 3 tonnes et demie. Il faut très bien écouter ce que je suis en train de dire parce que c'est fondamental. Maintenant, la culture du blé, c'est 3 mois. Ouais. Lorsque vous semez, après 3 mois, vous avez les premières récoltes. 3 mois, 3 mois et demi, disons 3 mois et demi, maximisons à 3 mois et demi. Ça veut dire que si vous devrez cultiver le blé, sur 12 mois, vous avez maximum 3 productions à faire au cours d'une année. 3 productions, c'est si vous avez les moyens pour irriguer votre plantation pendant la saison sèche. C'est-à-dire, présentement, nous sommes en saison sèche actuellement au Cameroun, disons dans la zone où je suis. Donc, ça veut dire que si vous lancez, par exemple, la culture du blé maintenant, il faut avoir les moyens pour irriguer votre plantation. Maintenant, maximisons même, admettons même que c'est possible d'avoir 10 tonnes de blé ici à l'hectare. Et qu'on a 3 productions annuelles, ça nous fait 30 tonnes de blé par an sur 1 hectare. Alors que la culture du manioc, c'est vrai que le manioc ne se récolte pas après 3 mois. Le manioc se récolte après 9 mois. Maximisons même que ça va se récolter après 1 an. Mais si on fait le système de la haute densité dans la culture du manioc, on obtient minimum 100 tonnes à l'hectare. Attends un peu, on dit souvent que le manioc d'1 an, c'est pas encore mûr. C'est pas vrai. Que le manioc normal, minimum, c'est 2 ans.
Non, c'est pas vrai. Il y a des variétés qui produisent après, qui produisent en moins d'un an. En fait, c'est que ça produit, mais la grosseur, les trucs, si ça n'a pas fait 2 ans, c'est pas ça. Puisque ce sont des racines, ça doit grossir. Oui, non, ça doit grossir. Tout dépend de comment vous engraissez. Vous savez, les gens disent ça pourquoi? Parce que on a l'habitude de mettre les boutures de manioc en terre et de partir. Et de ne jamais rien mettre là-dessus. Ni d'engraissement, rien du tout. Du coup, Ok. les gens ont à l'idée que, voilà, si on fait le manioc après un an, on n'aura rien. Non, c'est faux. Si vous engraissez très bien votre parcelle, après un an, maximum un an, vous avez des grosses tubercules. Mhm. Le tout, c'est de savoir ce qu'on apporte au manioc pour qu'il nous donne les grosses tubercules au bout d'un an. Ok. On peut continuer sur les comparaisons que vous étiez en train de faire. Vous étiez en train de dire que Voilà, j'étais on peut donc avoir en comme train ça. de dire que pour la culture du manioc, pour la culture du manioc, lorsque vous lancez un hectare en haute densité et que vous engraissez votre manioc, ne pas mettre le manioc et l'abandonner et dire que voilà, généralement on ne met rien là-dessus. Non, tout ce qu'on met en champ, peu importe si c'est une culture qui se débrouille seule, si on engraisse, on aura des résultats beaucoup plus grands que si on ne les engraisse pas. Donc du coup, le manioc, après un an, si on fait la haute densité, si on pratique la haute densité, on a en moyenne 100 tonnes à l'hectare contre 30 tonnes, contre 30 tonnes à l'hectare sur une année sur la culture du blé, par exemple. 30 tonnes à l'hectare. C'est dur, hein? Mais, Oui, monsieur oui, Tami, le problème oui. Ouais. avec le manioc, je ne sais pas si je suis mal informé, c'est que lorsque tu as fini de déterrer le manioc sur une terre, il faut laisser cette terre-là en jachère. Est-ce que c'est la même chose avec le blé? Monsieur Tami, le réseau a lâché. Est-ce qu'il y a des questions en bas, pardon? Mhm. J'ai expliqué que le manioc cultivé en haute densité, en apportant des intrants qu'il faut, on obtient minimum 100 tonnes à l'hectare. Le blé, c'est 10 tonnes à l'hectare pour une campagne. On admet même qu'on peut faire 3 campagnes à l'année, ça nous fait 30 tonnes à l'hectare. Comparé au manioc qui nous donne 100 tonnes à l'hectare, il n'y a pas match. Ok. Et l'effet de mettre des produits chimiques, l'engraissement que tu parles, est-ce que ça ne finit pas par détruire le sol? Est-ce que c'est pas la cause de destruction? Avoir des bons rendements, tu achètes ton terrain, après demain c'est fini. Bonsoir Majolaine. Hein, monsieur Tami? Oui, Aussi, euh, aussi c'est on va clair dire que... c'est clair que, non, c'est clair qu'il y a un impact négatif, Oh, ça c'est clair. oh, Le oui, problème maintenant ici, c'est que nous sommes inondés avec des produits étrangers. Ça, c'est un oui, fait. Le riz, peut-être les 99,4, bref, les 99% de riz que nous consommons ici viennent de l'étranger. Ce riz-là n'est oui, pas cultivé de façon biologique. oui, Hein? Le maïs qu'on consomme ici ou pour fabriquer la bière, etc., c'est pas consommé de façon biologique. Soit nous voulons cultiver de façon biologique et ne pas être capable de renverser la tendance, soit on utilise les mêmes méthodes que ceux-là.
qui utilisent pour nous dominer, pour faire le contrepoids. Sinon, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si tu vois. Nous ne pouvons pas, la relance, lorsqu'on est en guerre et Oui. que l'adversaire a la Kalachnikov, on ne part pas avec le couteau ou bien avec la fourchette. Même si on Ouais. est conscient que la Kalachnikov crée des dégâts, même si on est conscient que l'arme nucléaire, la bombe atomique, ça crée des dégâts. Tous disent que la bombe atomique crée des dégâts, mais personne ne veut l'abandonner. Parce que, je ne sais pas si tu vois, personne ne veut l'abandonner. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans le monde, vouloir atteindre l'autosuffisance alimentaire. La population croît. On veut atteindre l'autosuffisance alimentaire et exporter l'excédent de notre production. On ne peut pas atteindre ça en faisant la propagande du discours du bio. Tu vois, Ouais. bien que je sois conscient que le bio, ça, le bio est, on dit quoi? Le bio préserve la santé. Tout le monde est d'accord. Sauf que lorsqu'on est dans une situation, on apporte la solution adéquate pour résoudre le problème de cette situation. Tu vois, nous sommes dans ce contexte où tu vas me demander de produire du maïs bio, c'est ça? Et maintenant, le maïs synthétique viendra du Brésil. Et quand il va arriver ici, il va coûter 5 fois moins cher que mon maïs bio que j'ai cultivé à Labzenke. Toi-même sur le marché, tu vas choisir quel maïs. Est-ce que tu seras capable de me payer 1 kilogramme de maïs à 500 quand un autre maïs venu du Brésil coûte à côté de moi 250 francs? J'ai parlé hier de la colonisation agricole parce que j'ai tendance à me poser la question. Nous avons parlé des différents types de sols ici. Il y a des sols adaptés à ceci, il y a des sols adaptés à cela. Je pense que si aujourd'hui on est obligé d'engraisser, c'est peut-être parce qu'on utilise aussi les mauvais sols. J'ai envie de vous poser la question. Pour pouvoir ramener par exemple le palmier qui pousse au Brésil et le faire pousser au Cameroun, il faudrait forcément modifier le sol du Cameroun à un certain endroit pour qu'il ressemble au sol du Brésil, pour que ce palmier puisse pousser là-bas. Vrai ou faux? Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi? C'est pour ça que parfois, les gens, lorsqu'ils réussissent à produire quelque chose, ils vont Ouais, rédiger ce qu'on appelle la fiche technique de production. ouais, Si par exemple, aujourd'hui, je produis, euh, prenons l'exemple, si aujourd'hui je décide de produire les pommes fruits, lorsque je vais réussir à produire cela ici au Cameroun, je vais rédiger ce qu'on appelle la fiche technique de culture. Et ouais. lorsque je rédige cette fiche technique de culture, c'est selon le contexte. Je m'appuie sur mon contexte camerounais pour rédiger cette fiche technique. Je vais vous dire dans ma fiche technique que ces pommes que j'ai réussi à produire au Cameroun et à Tchang particulièrement, et qu'on produit cela dans des températures oscillant entre 17 et 21 degrés. C'est-à-dire que moi, je prends la température de ma zone, l'altitude de ma zone. Mais quand je finis de rédiger cette fiche technique, est-ce pour autant dire que si quelqu'un qui est au Sénégal, qui est au Mali, qui n'a pas la même température de l'Ouest Cameroun, s'il fait cela là-bas, ça ne va pas produire. Peut-être même là-bas, il aura les meilleurs résultats. Mais lui-même, quand il aura les meilleurs résultats là-bas, il va aussi faire sa part de fiche technique. Et sa fiche technique n'aura pratiquement, on va dire quoi, probablement n'aura rien à voir avec la fiche technique que j'ai faite. Parce que lui, il a fait cette fiche technique selon son contexte.
Donc, il faut prendre tout cela en considération. Donc, le palmier à huile qu'on produit au Brésil, si on le ramène ici, ça ne veut, c'est pas comme si on ne devrait pas avoir des résultats. Non, on aura des résultats. Les résultats maintenant peuvent varier. Ça va, si tu vois, les résultats peuvent varier parce que quelqu'un qui est dans une zone chaude aura forcément des meilleurs résultats qu'une autre personne qui cultive le palmier à huile dans une zone froide. Mais ça ne veut pas dire que moi qui cultive dans une zone froide, je n'aurai pas de résultats. J'aurai des résultats, certes, mais peut-être un peu moins que celui qui a cultivé dans la zone chaude. Je posais la question ici avant que tu ne descendes au niveau de la mise en jachère des terres. Une culture comme le manioc, parce que je vois, hein, je pense que c'est ce qui se passe dans le mil, le blé, comme on disait. Le blé, on peut le cultiver sur ce sol. On récolte et on recultive encore. Mais avec le manioc, je crois qu'il faut forcément mettre la terre en jachère avant de le cultiver. Ou est-ce que c'est possible de faire Non, que... non. Nous devrons cesser de répéter les discours des autres qui nous Ouais. disent que telle culture appauvrit le sol pour nous décourager à pratiquer cette culture. Bon, le manioc appauvrit le sol, le cacao et le café n'appauvrissent pas le sol, le coton n'appauvrit pas le sol. Quelle est cette culture qui n'appauvrit pas le sol? Donc, Bon, moi je peut-être. pense que nous devrons réfléchir et ne pas être seulement comme les gens qui répètent en longueur de journée les discours des autres, qui veulent que nous ne produisons pas le manioc parce que on sait qu'on doit nous amener le riz, ou bien parce qu'on doit nous amener le blé. Si on ne comprend pas cela, si on ne comprend pas qu'en réalité, nous sommes dans une guerre et qu'on répète seulement ce que les autres... Le manioc n'appauvrit pas le sol, c'est faux. Ce qui veut dire que je peux avoir un hectare de sol, que j'ai acheté un hectare de terrain, je décide de produire le manioc sur ça. Pendant 10 ans, je cultive le manioc sur les 1 hectare, là, sans toutefois changer. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, le cours qu'on m'a donné à l'école primaire, là, qu'il faut mettre les terres en jachère, l'enseignant, là, c'était quoi? On était en train de nous mettre des Bon, virus dans on le met les cerveau, cours quoi. en jachère en Allemagne, là où tu es en Allemagne, là où on a cultivé le blé l'année passée. Quand tu es passé là-bas cette année, c'était en jachère. Je pense, j'ai un problème avec l'Europe. Je voulais même savoir ça parce que l'Europe fonctionne par saison. Ils ont fonctionné avec un sol pendant 3 mois. 3 mois, en fait, si le sol est utilisé longuement, c'est pendant 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, parce que je considère un truc comme, par exemple, le blé, comme tu as dit, ils vont cultiver. Après, on va rentrer en hiver. Quand on rentre en hiver, le sol part où? Ça part en jachère, non? Oui. Quand ça part en jachère, ils reviennent encore l'automne prochain, ils recultivent. Mais ce n'est pas le cas de l'Afrique, parce que tu viens de parler de quelque chose là, là où nous avons par exemple les pluies et les saisons sèches. Donc si quelqu'un a le sens de l'irrigation, parce que les pays, beaucoup de pays africains où il y a la saison sèche et la saison pluvieuse, ce que nous on suit, ce sont les saisons pluvieuses. Mais si quelqu'un a déjà le sens de l'irrigation du terrain, il n'a pas besoin d'attendre toutes ces saisons-là. C'est là où je vais leur poser la Ok. question. Eux, en Allemagne, ils attendent. La terre part en Ok. jachère pendant au moins 6 mois. On résout ça comment? Ok. Ok. La relance. Je Oui, vais répondre à ta question en te posant une autre. oui. Tu dis qu'on doit laisser les sols en jachère. Ok. Bon, si aujourd'hui tu décides de faire 10 hectares de goyavier, 10 hectares 10 hectares d'avocatier, bon, tu vas récolter l'année prochaine et couper tous les arbres pour attendre que la terre entre en jachère pour revenir l'année N plus, je ne sais pas, 2, replanter encore les avocatiers. Bon, là-bas, monsieur Tami, là-bas, je crois que c'est différent. Je crois que c'est totalement Comment différent. c'est di- Pourquoi? Attends, attends, comment c'est attends. différent alors que l'avocatier mange plus, alors que l'avocatier consomme plus de matière organique
que toutes les autres cultures que tu es en train de citer, qu'on est en train de citer là. Attends un peu, pourquoi je trouve que c'est différent. L'avocatier, plus il Oui. grandit, plus il envoie ses racines dans le sol. Mhm. Le palmier, plus il grandit, plus il envoie ses racines dans le sol. Ce qui veut dire que Mhm. les cultures comme le manioc, ils puisent en superficiel. Et lorsqu'on vient tirer, on tire, Mhm. le manioc consomme d'une façon superficielle et l'autre consomme d'une façon profonde. Ça a donc Non, je consommé vais te quoi? répondre la relance. Oui, Non, ce n'est pas très vrai. Pourquoi? Parce que la racine qui va en profondeur sur les arbres fruitiers, on l'appelle la racine pivotante. Et cette oui, racine a un rôle principal, c'est d'aller en profondeur chercher de l'eau. Son rôle, c'est d'aller chercher de l'eau en profondeur pour alimenter la plante. Mais ce même avocatier a d'autres racines qui sont des racines superficielles, qui naviguent en superficie, qui ne dé... Je ne sais pas si tu vois, et ces racines superficielles-là naviguent là pour aller chercher des aliments pour consommer. Et la seule racine qui va en profondeur, c'est la racine pivotante. Et son seul et unique rôle, c'est d'aller là-bas chercher de l'eau pour alimenter la plante. D'où, voilà pourquoi, en saison sèche, tu vas voir les arbres qui sont là, il ne pleut pas, mais ces arbres sont là. Pourquoi? Parce qu'elles puisent de l'eau en profondeur. Mais les racines superficielles consomment les peu de nutriments qu'il y a sur la superficie. Alors, comme ces racines-là consomment ces aliments superficiels, est-ce que on doit donc faire la jachère aussi dans les vergers? C'est-à-dire que on plante l'avocatier maintenant, quand ça commence à produire à 7 ans, on vient récolter, et quand on a récolté, on dit que non, il faut que le sol s'y reste en jachère même 3 ans. On vient avec la tronçonneuse, on abat tous les avocatiers, et on revient plus tard replanter. C'est pour ça que je dis que nous devrons cesser un certain type de discours. Parce que ce sont des discours comme ça qui finissent par appauvrir des paysans. Qui les appauvrissent, ils pensent qu'ils vont cultiver un paysan qui a peut-être un champ à 500 mètres de sa maison. Il va cultiver quelque chose là-bas. Et l'année suivante, il va dire que ok, je laisse ce champ en jachère pour aller cultiver un autre qui se trouve à 4 kilomètres. Il est en train de dépenser plus en énergie. Hein? Il est en train de dépenser plus en énergie, plus en carburant, plus en ceci. Bref, ça devient énorme. À la fin, il ne s'en sort pas. Alors que, même dans des pays, parce que toi, tu as voulu répondre à ma question en disant qu'en Europe, il y a l'hiver, pendant l'hiver, le sol se repose. Non, ce n'est pas vrai. Même dans des pays européens, peut-être pas européens, même de l'Asie, où il n'y a pas cet hiver-là, ils ne laissent pas forcément les terres en jachère. Ils ne laissent pas les terres en jachère. Ce n'est pas vrai. et que penses-tu des feux de brousse? La culture avec les feux de brousse. Est-ce que... Parce que je vois les Européens. Aujourd'hui, tu vas voir, quand ils finissent de cultiver le truc, ils viennent, ils tournent le sol. Ils tournent. Ce qui veut dire que les herbes qui ont poussé là, l'ancien mil, on met ça dans le sol et je crois que ça devient de... Comment on appelle ça? La, la potasse. Donc, Je du crois un truc comme... compost. Du compost. Que penses-tu du feu de brousse? Est-ce que le feu de brousse n'est pas parmi les causes qui vont pousser les gens à mettre les sols en jachère? Parce qu'ils brûlent les nutriments en haut. Non, le feu de brousse n'est pas seulement mauvais. Quand il y a feu de brousse, il y a aussi la cendre. Est-ce que tu sais la richesse de la cendre? Il y a ça qui est un problème. Il y a ça déjà. Il y a aussi le problème de main-d'œuvre. C'est pour ça que je dis que les choses, il faut adapter des choses selon le contexte. Il y a un problème de main-d'œuvre qui se fait de plus en plus ressentir, surtout au niveau du Cameroun, où la majorité des jeunes préfèrent maintenant aller conduire des motos, des motos, le bensikin, comme on l'appelle communément ici. Donc on cherche la main-d'œuvre, on ne trouve pas. Moi, je suis acteur, donc je sais de quoi je parle.
il y a un problème réel de main-d'œuvre. Maintenant, du moment où le problème de main-d'œuvre se présente, toi, tu as 10 hectares de terre. On a abattu les arbres, on a défriché. Et maintenant, toi, tu cherches la main-d'œuvre pour tronçonner cela, peut-être nettoyer le champ afin que tu viennes mettre des arbres fruitiers, les avocatiers. Mais tu n'as pas de main-d'œuvre, tu n'as personne pour faire ça. Tu fais comment? Alors, on va te dire que non, il ne faut pas brûler. Bon, tu ne vas pas brûler. Mais le problème, c'est que tu vas être confronté au fait que, à la fin, tu ne vas pas tout planter. Et quand tu ne plantes pas tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura toujours l'import, on va toujours importer plus d'aliments. Parce que en plantant, au moins, tu essayes de réduire, même si c'est pas véritablement consistant, mais tu réduis quand même. Mais à partir du moment où tu as un déficit de main-d'œuvre, tu gères ça comment? Voilà pourquoi il arrive à des moments où nous on prend certaines solutions qui peuvent être drastiques, mais on les prend, on les assume. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui se lance par exemple dans la culture des avocats sur 50 hectares ici au Cameroun et il me dit qu'il va utiliser, il veut du bio, il veut faire du bio. Moi je ris. Je demande comment tu vas faire du bio sur 50 hectares. Tu fais comment pour faire du bio? Il y a des gens qui ont plus de 100 hectares d'avocatiers dans le Noun. Plus de 100 hectares d'avocatiers que j'ai visités dans le Noun, appartenant à une seule personne. Alors cette personne qui livre au Gabon, au Tchad, en République centrafricaine, un peu de partout, parce que les gens qui ont 100 hectares, quand vient le moment de la récolte, ce sont des semi-remorques qui s'alignent. On récolte, on part, on récolte, on met, on récolte, on met. Et les camions partent. Mais tu vas faire donc comment avec 100 hectares et pratiquer l'agriculture biologique? Je me pose la question. Peut-être il y a des solutions, hein? Tu fais comment la relance? Dis-moi. On va réfléchir. On va mécaniser. Et je pense que la mécanisation... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que lorsque tu es dans une guerre et que ton ennemi te dit que telle chose n'est pas bien, il faut toujours réfléchir 2 à 3 fois. Ce n'est pas l'autre qui doit te dire que telle chose n'est pas bien. Toi, tu dois constater. Mais entre un sol qu'on a brûlé et celui qu'on n'a pas brûlé, selon toi, quel est celui qui est le plus rentable, le plus productif? Quel est le bien nourri? Moi, je pense selon toi? Je pense que c'est celui qui est brûlé. La preuve, si tu as grandi au village, quand on mettait l'herbe, là, quand on défrichait le champ, on réunissait l'herbe sur des espaces bien précis. C'est-à-dire qu'on fait, on débroussaille et on entasse l'herbe. Après, maintenant, on revient. Je ne sais pas si on faisait ça dans ta localité. Après, maintenant, on vient, on pioche la terre, on dépose sur cette herbe-là. Après, on lance le feu. Il fallait voir la nourriture qui sortait à cet endroit-là. C'était toujours, c'est-à-dire que c'était extraordinaire. Ça n'avait strictement rien à voir avec d'autres nourritures qui venaient sur d'autres biomes qu'on n'a pas brûlés. Ça, c'est un constat, hein. Ça, c'est un constat que j'ai fait quand j'étais enfant. Et si c'est faux, les gens sont en train de nous suivre. Qu'ils écrivent en commentaire que ce n'est pas vrai. Moi, je dis ceci. Moi, je vais au champ depuis mon jeune âge. Et quand on partait au champ, on débroussaillait, on labourait le sol. Avant même de labourer, on débroussaillait. Quand on avait fini de débroussailler, on entassait de l'herbe sur des sillons là. Voilà, on coupe l'herbe, on entasse. Sur une superficie, par exemple, de 100 mètres carrés, on pouvait avoir même 5 bions. Je veux dire 5 touffes d'herbe. Par la suite, on venait, on piochait la terre et on mettait au-dessus. Quelque temps après, on venait brûler. Et on venait planter sur ce bion-là.
La différence, il faut voir que sur ces bions-là, les mamans mettaient pratiquement toutes les spéculations. C'est-à-dire que sur ces bions-là, on trouvait le maïs, on trouvait le haricot, on trouvait l'igname, on trouvait... Bref, on trouvait tout sur ce bion. Et curieusement, c'est sur ce type de bion-là qu'on récoltait, qu'on avait le plus gros, les plus grandes récoltes. Bon, je ne sais pas si tu as vécu ça. Si les gens ont vécu ça, ils peuvent le témoigner, hein. Ouais, c'est ça là, ça donne, mais aussi quand on cultive aussi sur la poubelle, hein, ça donne aussi beaucoup parce que bon, la poubelle aussi est remplie de compost. Donc à un certain niveau, si c'est que on commence à entasser l'herbe, on laisse ça pourrir, ça va servir aussi de compost à un certain niveau. On dit que les sols hein, du Mungo sont riches parce qu'il y a beaucoup de compost à un certain niveau. Donc, en fait, je vais même poser la question, est-ce que ce n'est pas mieux, on commence à conserver l'urine aujourd'hui parce que c'est rempli d'urée. C'est aussi un engrais. Hein? Bien sûr, bien sûr. Donc, quand les gens pissent là, Ouais, on dit tu que vois, gardez l'eau. moi, je vois, il y a des gens qui sont en train de commenter là. Et bon, je sais pas si tu vois les mêmes commentaires que moi, hein. Non, pas du tout. C'est Ah, ok, différent. ok, ok. C'est différent. Donc, Ok. j'ai des gens qui sont en train de commenter là. Je vois, ils sont en train de laisser. euh, voilà, ils sont en train de laisser des Des likes commentaires. Voilà, des positifs. commentaires allant dans mon sens. Non, non, non. Quand vous l'avez Toi, tu développé, disais mais... on pouvait retourner l'herbe et faire ceci. Sauf que, voilà, pour retourner de l'herbe, ça dépend de quelle herbe. Parce que aussi, parfois, ça ne, on va dire quoi? Ça prend, il y a un certain temps pour que l'herbe se décompose. Ouais. C'est aussi ce temps-là qu'il faut. Voilà. C'est pour ça que les Européens inversent comme ça. Pendant la période d'hiver, je crois que ça pourrit à l'intérieur. Ça fait quand même 8 mois dans le sol. Mais bon, chez nous, c'est un peu plus différent. Bon, monsieur Tami, on va rentrer maintenant Ouais. dans le cadre des benguistes. On va parler un peu des investissements. Vous, aujourd'hui, vous êtes sur le terrain. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous, les gîtes agricoles, ça existe encore? Ça existe, ouais. Et le fonctionnement de ça aujourd'hui, toujours soutenu par l'État. Je parle du cas du Cameroun, par exemple. Hein. Ou sinon, Mhm. il faut le faire juste en groupe. Les GIC existent. Moi-même, j'avais un GIC. Ouais, Mhm. pas que j'avais, moi-même, j'ai un GIC. Mais Ouais. bon, financé par l'État du Cameroun, certainement, parce que je connais des gens qui ont déjà eu des financements. Bon, moi, en Mhm. ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de financement, hein. Vous Mais n'avez jamais sinon, je demandé pense aussi. qu'il y a des GIC. Non, j'ai déjà demandé. Comme j'ai déjà demandé. Ok. Oui, oui, Et j'ai déjà aujourd'hui, demandé, ça c'est clair. aujourd'hui, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous êtes prêt à recevoir les investissements des gens? Ce qui veut dire que les gens investissent sur vos projets et vous partagez les bénéfices. Est-ce que vous êtes ouvert à ce type de choses? Je peux être ouvert. C'est vrai que je n'ai jamais pensé. Oui, je peux être ouvert. On peut partager les bénéfices, on peut aussi partager les pertes, non? Ou bien c'est juste les bénéfices. Les investisseurs n'aiment pas Mais entendre oui, ils n'aiment pas entendre qu'il y a les pertes. Hein. Ils vont attendre que M. Tami, c'est quelqu'un qui a réussi et on peut investir sur lui. Hein. Il connaît déjà que bon, il va nous faire un champ de tarot. Ça va récolter comme ça. Ils ont même déjà fait les calculs plus que toi. Ils savent que bon, tu as dit que ça va donner 10 tonnes. Donc quand ça arrive à la fin, là, ils s'attendent à que bon, tu donnes seulement l'argent. Ils ne connaissent pas que le feu de brousse peut arriver. Hein, à un en certain fait, niveau. le style d'investisseur que moi j'aime, tu vois, le style Ouais. d'investisseur que moi j'aime, ce sont des gens qui aspirent à investir dans l'agriculture.
Ouais. pour eux-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire que toi qui es là, par exemple, la relance, peut-être toi, tu as un domaine et tu veux Ouais. lancer, je vais dire n'importe quoi, 100 hectares d'avocatier. Tu Ouais. vois, tu veux lancer 100 hectares d'avocatier. Je vais taper ma calculatrice rapidement pour qu'on se comprenne. Voilà. Tu veux lancer 100 hectares d'avocatier et tu me contactes. Moi, je vais Oui. te dire que, OK, moi, je vais te faire la haute densité, peut-être 333 pieds à l'hectare. Hein, on Mhm. va faire fois 100. C'est vrai qu'on pourra un peu réduire parce qu'il y aura des... Bon, on ne compte pas ça. Oui, disons pas 100. Je voulais dire, il y aura des, Des morts. on appelle ça quoi? Des routes de circulation. Mais bon, on élimine ça. Donc, on va dire, Mhm. si tu as 100 hectares et que tu fais 333 prix à l'hectare, tu as 3, tu as 33, euh, oui, 33 300 pieds d'avocatier. Mhm. Alors tu me contactes. Moi, je vais te dire que, ok, je peux te produire ça. Et maintenant, pour que je te produise ça, je vais te dire que, ok, tu peux investir, tu peux préfinancer. Maintenant, en préfinançant, c'est clair que si par exemple je vends le pied d'avocatier à 1500 ou 1700, je vais te dire que, ok, je ne te laisse pas à ce prix-là. Mhm. Tu vois, je ne te laisse pas à ce prix. Peut-être je vais te laisser le plan à 1000 francs. Tu vois, ça te fait déjà 500 ou même 700 francs de gain. Tu Mhm. préfinances, je vais te dire que, ok, tu peux d'abord donner, tu peux d'abord injecter, par exemple, 10 millions. Mhm. Tu injectes 10 millions, on produit tes plans et par la suite, on vient te les livrer. Donc, tu vois que là, c'est une forme d'investissement parce que quand quelqu'un te fait ce type d'avance de 10 millions, ça te permet de tourner. Tu vois, Ouais. ça te permet de tourner sans gros stress. Et à la fin, cette personne vient et récupère ses plants pour aller les planter. Ou même nous sollicite encore, on part planter cela et on lui remet les clés de ces Ouais. plantations. C'est-à-dire qu'on fait le clé à main. Le clé à main, ça veut dire qu'on produit, on part, on fait la trouaison, on fait l'implantation, on fait la trouaison, on met les fientes, on plante. Et une fois qu'on a planté maintenant, on lui remet ses clés. Et à partir de ce moment, il cherche lui-même son personnel pour entretenir ses plantations sous notre coaching, bien évidemment. Donc, c'est un peu comme ça. Sinon, pour l'instant, euh, parler d'investisseurs, j'y pense, mais on verra ça plus tard, quoi. Donc, s'il y a un Benguis qui est ici, Quand je dis investisseur, du genre à mettre par exemple 1 million et attendre 1 200 000 peut-être au bout d'un temps. Tu vois ce que je veux dire? donc s'il y a un Ouais. Benguis qui est ici que il a déjà tellement gardé ses 30 millions dans la banque et ça le produit 1% chaque année et qui a besoin d'investir dans l'agriculture, mais il ne sait pas par où commencer. Il a besoin vraiment de rester lui calme. On lui cherche son terrain, on fait tout, on fait tout. Il vient seulement visiter comme un visiteur. Monsieur Tami Jardin est prêt à ça, c'est ça? Je suis prêt jusqu'à un certain niveau, comme je l'ai dit. J'ai dit, Ouais, nous, on produit des plants. Tu vois? La ouais. production des plants, on le fait. Par la suite, on les transporte dans son site. Mhm, On fait l'implantation. On fait la trouaison. On mhm, engraisse et on plante. Donc, notre travail se limite à ce niveau. Une fois qu'on a fait le planting maintenant, on remet les clés des plantations au propriétaire. Parce que on a déjà pratiquement tout balisé. Et le propriétaire, il cherche maintenant une main-d'œuvre, une ou deux personnes qui vont vivre dans les plantations et on pourra coacher ces personnes. C'est-à-dire que ces personnes qui sont dans les plantations pourront de temps en temps nous envoyer ou bien, on va dire quoi, euh, chaque semaine, nous envoyer des vidéos, des photos
des plants, le comportement des plants. S'il y a quelque chose, on intervient le plus tôt possible. Donc voilà un peu comment on fonctionne. L'année dernière, c'est ce qu'on a fait. On a accompagné plusieurs personnes qui voulaient se lancer. On a planté, donc on a tout fait jusqu'au planting. Et après le planting, leurs plantations sont là. Et il y a une dame que je ne vais pas donner le nom, qui est au Canada, par exemple. L'année dernière, on a planté ces plantations du côté de Manjok. Elle n'était pas là, donc on a fait tout, c'est-à-dire que des plants jusqu'à c'est-à-dire que la production des plants jusqu'à la mise en place dans les champs. Euh, vous qui êtes dans l'investissement agricole, je prends le cas du Cameroun, à l'heure actuelle, à peu près, minimum ou maximum, peut coûter l'hectare d'un terrain agricole, pas un J'ai pas terrain compris. de vie. Quel peut être, selon vous, euh, au Cameroun à l'heure actuelle, le prix à l'hectare d'un terrain agricole? Non, les prix varient, hein, les prix varient. Une, Euh, une marche. non, on ne peut pas donner la marge. Moi, par exemple, je suis à Tchang. Mhm, Si tu veux un hectare de terrain, par exemple, de terrain agricole à Tchang, mhm. si tu n'as pas minimum, en fait, ça va atteindre pratiquement le million. Oui. Ici à Tchang, par exemple, dans les coins reculés, si tu Mhm. veux un hectare, on est à plus des millions. On est à, non, ça atteint le million, voire même plus. Si tu vas dans d'autres zones, peut-être dans le Mungu ou bien dans le centre, tu pourras trouver des terrains similaires peut-être à 300 000, à 200 000. Voilà, donc ça dépend. Ça dépend de la position du terrain. Est-ce que le terrain est en bordure de route? Est-ce qu'il est loin de la route? Il y a beaucoup de critères. Il y a des terrains Ouais. qu'on trouve à 200 000 hectares, 250, 300, 400 000, 1 million, ainsi de suite. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé la marche, à peu près la marche, parce que ça fait partie des choses de l'investissement agricole à un certain niveau. Est-ce que la vente de ces La, terrains, est-ce que la vente de oui. ces terrains, parce qu'on prend le cas que il y a des terrains qui sont propices à certains plans, il y a des prisons qui sont, on dit qu'il y a des terrains qui sont largement productifs que d'autres terrains. Ce côté-là, Mhm. vous le confirmez, vous qui êtes dans le terrain. Bien sûr, bien sûr. Les terrains n'ont pas la même fertilité. Ouais. Mais on ne peut pas engraisser un C'est terrain et que, devient fertile comme le reste. Ou sinon la fertilité naturelle. bah, sauf si vous allez apporter énormément de fertilisation, mais il y a d'autres terrains qui sont fertiles de façon naturelle. Sur quelle base? C'est une question qui me vient à l'esprit. On va constater que le manioc qui se cultive dans certains endroits, ça marche. On dit que par exemple le manioc marche très bien avec la terre rouge. Euh, le macabo, la patate marche très bien avec la terre noire. Ces cultures-là, qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, si tu l'as étudié, parce que toi tu es déjà avancé, qu'est-ce qui fait en sorte, parce que là, moi j'aimerais par exemple, c'est ce type de connaissance qui manque à beaucoup de personnes. Il y a une personne qui va te dire que, oh, j'ai appris chez Tami Jardin que on peut acheter le sapeli, on plante ça, ça va marcher. Mais j'arrive à l'ouest, je prends un exemple, hein, le sapeli, ça ne marche jamais. Comment est-ce que je vais véritablement me dire que oui, le terrain que j'achète là, par rapport à ce que j'envisage faire, ça va me servir. Non, si tu ne maîtrises pas, il faut faire une étude de sol. Si tu veux les études, on fait une descente technique, on fait des prélèvements pour que à la fin, tu aies une idée des proportions des différents éléments qui se trouvent sur le site.
Et à partir de ces éléments, tu es à même de savoir s'il faut engraisser, à quelle fréquence il faut engraisser, qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas comme engrais, etc. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les questions en bas? C'est très important, hein, pour les gens qui ont les questions en bas. Oui, il y a quelqu'un qui me demande un hectare d'avocat sur haute densité coûte combien clé à main. Bon, clé à main, il faut un peu calculer. Bon, clé à main, si je prends l'exemple, si on prend par exemple 1500 francs, le prix d'un avocatier moyen, ouais, 1500, on va dire fois 333 pieds. On est pratiquement déjà à 500 000 francs. Ça, c'est juste le matériel végétatif. Donc, on est à 500 000 francs juste pour acheter les avocatiers. Maintenant, si on facture par exemple la trouaison, je suis où? Si on facture par exemple la trouaison à 200 francs par pied, on fait fois 333 aussi, ça fait 66 000 quelque chose, donc en moyenne 70 000. Ouais. Maintenant, s'il faut aussi voir, s'il faut aussi voir les fientes, tout en sachant qu'on peut utiliser peut-être un sac de fientes pour 10 pieds. Un sac de fientes pour 10 pieds. Ça veut dire que 333 divisé par 10, ça va nous donner 33 sacs de fientes pour 1 hectare. Et si on fait ça, fois 4000 francs, un instant, si on fait ça fois 4000, ça nous donne 133 000. Donc on voit qu'on est, on est là, on avait 500 000 le matériel végétatif, on a 133 000, ça fait 633 000. Et il y avait aussi quoi? Il y avait la trouaison. Donc ça fait pratiquement 700 quelque chose de 1000 par là, en haute densité. Donc c'est la question de... Comment il s'appelle? Bref, je ne vois plus son nom. Ça va, ça Voilà, va. de Un Chopifi. abonné. Voilà. J'aimerais un peu qu'on parle de greffage. J'allais oublier ce côté. Il y a les trucs comme la cola, le mbita cola, qui perdent le temps, qui prennent pratiquement 7 ans pour pouvoir produire. Mais on nous fait comprendre que si un arbre a déjà vieilli et qu'on vient greffer sur cet arbre-là, la production devient un peu plus rapide. C'est ça, non? Est-ce qu'on peut greffer le mbita cola sur les arbres traditionnels et ça donne le résultat positif? Quand tu dis, est-ce qu'on peut greffer le bitacola sur les arbres traditionnels, je ne comprends pas. Quand je dis c'est Greffer le bitacola sur quoi? un arbre du village comme ça, un arbre de brousse quoi. Greffer le bitacola sur un autre bitacola, c'est ça? Non, pas sur un autre bitacola. Greffer le On bitacola greffe, sur quoi? Sur l'avocatier? ouais, disons sur un avocatier. Non, 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 non. Ça va rien donner. Ça va rien donner. Parce que Parce que c'est ça qu'on appelle le greffage. si le porc croise la chèvre, ça va donner quoi? Donc pour greffer le bitacola, il faut forcément greffer sur un vieux bitacola quoi. Oui, pas vieux bitacola. Il faut planter le bitacola. Quand ça a une certaine taille, on va aller sur un autre bitacola. On va couper une branche et venir greffer là-bas. Ah, je vois. Je comprends ce que c'est le greffage. Ce qui veut dire que le bitacola a déjà grandi, ça a 5 ans. C'est ça? Ça produit Et déjà.
ça produit déjà. J'ai besoin d'un Oui, bitacola qui vont produire très vite. Je viens, je greffe sur oui. ça, ça pousse. Je viens maintenant prélever ces greffons, je vais planter ailleurs. C'est Non, ça, non? voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Voici un bitacola qui Oui, produit déjà les fruits. oui, Et maintenant, moi j'ai fait une autre j'ai fait tu fais une pépinière de bitacola quelque part. Cette oui, pépinière-là, les plants grandissent jusqu'à ce que ça a pratiquement une hauteur même de 20 centimètres. oui. Je vais maintenant sur le bitacola là qui produit déjà les fruits. Je vais couper Mhm, une brindille, une oui, branche, et je vais venir donc greffer sur le petit bitacolatier ici, qui a mhm, 20 centimètres de hauteur, pour mhm. que celui-là produise plus rapidement. Pourquoi? Parce que le greffon que je suis allé chercher sur le plan qui produisait déjà là, elle est déjà mature. Donc quand je Ouais. viens donc le fixer sur le bitacola jeune là, le bitacola là qui est jeune, lui c'est juste, l'alimente juste en sève. Mais Mhm. lui, ce greffon que je viens fixer là est déjà mature et a la capacité de produire rapidement. C'est un vieux en fait c'est un vieux qui est nourri de la sève d'un jeune en réalité. Ok. Ce qui veut dire que si je viens actuellement chez Monsieur Tami et j'ai besoin d'un bitacola qui vont produire dans 2 ans, mais j'ai des vieux bitacolatiers, je lui dis, Monsieur Tami, j'ai mes vieux bitacolatiers là, faites-moi le greffage de ceci, je vais planter ça dans 2 ans, j'ai besoin de quelque chose. C'est possible d'être fait sur beaucoup de plans. Oui, bien sûr. Et là, est-ce qu'on aura encore une production en série? Est-ce que ça ne modifie pas la qualité? Parce que nous avons parlé ici de la semence. Nous avons parlé par exemple des bananes où les gens ont des productions. Cette saison, ça produit, l'autre saison, ça ne produit pas ici et cela. Mais est-ce que là, on peut conserver ce même système que ça puisse produire en chaîne, on récolte tout en chaîne? Non, en réalité, lorsqu'on greffe un arbre déjà, il y a modification. Ce n'est plus naturel. Tu vois? Ouais. Ce n'est plus naturel. Pourquoi? Parce que la sève du jeune plant comme je te décriais là, tu vois, c'est Mhm. cette sève qui alimente maintenant le greffon que j'ai cherché sur un autre arbre. Donc, ils ne sont pas Ouais. pareils. Tu vois, c'est la Ouais. sève, donc automatiquement, il y a modification. Ok. Automatiquement, il y a modification. Ok. Aujourd'hui, les gens utilisent par exemple, parce que le Mbitacola, il peut être poussé à travers comment on appelle ça? Les branches. On peut utiliser ces branches pour pouvoir produire un autre Mbitacola. Est-ce que tu conseilles ce type de méthode aux gens? À utiliser les boutures, comme on dit souvent. Les boutures. Oui, bien évidemment, c'est une façon de produire les arbres, bien évidemment. Moi-même, j'utilise des boutures pour produire. Moi, j'utilise des boutures. Par exemple, j'ai des pommiers qui produisent déjà, je peux utiliser la bouture du pommier pour multiplier. Quand j'ai des vignes qui produisent, je peux utiliser leur bouture. Ou bien les kiwis, j'utilise les boutures. À ce niveau-là, il n'y a pas de modification. Je n'ai pas modifié la plante. Oui, mais c'est aussi sans garantie. Comment? C'est aussi sans garantie, non, au niveau de la production. Parce que rien ne garantit que la semence est de bonne qualité pour que ça puisse produire. Non, mais si le plant mère produit déjà, la bouture
va produire, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, s'il y a des gens qui ont les questions en bas, hein, vous posez. Pour moi, je suis à bout des questions, quoi. On peut rendre, avec M. Tami là maintenant, on peut se retrouver juste en train de discuter. Moi, si c'est pour les discussions agricoles, là, je suis né dans ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, parce qu'on fait tout ça aussi pour que les gens puissent être éduqués. Et on a fait 1h35. Je crois que là, personne n'a de questions ici chez moi. Et s'il n'y a pas de questions, c'est que M. Tami, on va seulement se séparer. Et on se dit merci pour cet ensemble de live. Pour les gens qui sont là, je vais recevoir une personne qui est entrée dans les sectes, elle est sortie. On va parler des sectes pernicieuses. Elle est entrée dans les sectes, elle est sortie. Et elle a décidé de devenir seulement, elle mange seulement les crudités. Entrer dans les sectes, sortir. Quelqu'un me demande pourquoi les pommes de terre ne réussissent pas en Afrique. Ce n'est pas vrai. Dans la zone où je suis actuellement, c'est l'un des plus gros bassins de production des pommes de terre au Cameroun. C'est le manque d'informations et aussi savoir, comme tu disais aussi les terres, parce que on a ce problème de pommes de terre beaucoup plus dans le centre, ça ne marche pas. Mais dans le Mungo, ça marche. C'est pour ça qu'il faut connaître la terre véritablement sur laquelle on produit. C'est très, très, très important. Très important. Moi, il y a des endroits. Moi, en causant avec toi, hein, véritablement, parce que c'est l'échange avec toi qui m'a ramené à ça. J'étais en train de penser lancer un verger. Et en bas de ce verger, je mets comment on appelle ça? Ce qui est comme le jujube, le mbongo. Le mbongo peut bien marcher en bas du verger. Et là, je pensais à des trucs comme ça que, tu installes ça, tu fais le verger, tu tournes le dos, tu mets le mbongo en bas. Ça commence à pousser ensemble parce que le mbongo, lui, il a un truc de l'ombre. Il n'a pas le problème de l'ombre. C'est autant de choses. Mais est-ce que ça va marcher sur tous les sols? Voilà autant de choses qui ne sont pas très sûres. En parlant même des trucs qui sont, c'est-à-dire que des trucs que tu cultives, tu viens comme ça, tu récoltes de l'argent inutilement. Je pensais par exemple que quelqu'un va acheter un terrain, il part là-bas, il met seulement la semence, des feuilles qu'on fait le bâton de manioc avec. Lui, il sème ça là-bas, hein, c'est des feuilles. Mais ce sont des trucs qui vont lui rapporter de l'argent. Les gens vont se mettre en train de couper, ça rapporte de l'argent, il n'est même pas là. Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est un terrain qui est en train d'être exploité. Il a fallu que je cause avec toi vraiment pour pousser un peu des trucs un peu plus loin. Mais pourquoi Voilà. on dit que... Et surtout, pour vous qui êtes de la diaspora là, moi je dis Ouais. toujours que un gars de la diaspora qui est véritablement sérieux et qui veut se lancer dans la L'agriculture. culture des arbres fruitiers, qui veut qui veut faire les vergers, moi je dis toujours que c'est toujours bien de prendre des vacances vers mars-avril, vos vacances vers mars-avril. Parce que malheureusement, décembre est en train d'approcher. Et le plus souvent, les benguistes, c'est à cette période-là qu'ils viennent en vacances, en décembre, pour fêter après rentrer. Moi, je dis toujours que c'est toujours judicieux pour un benguiste qui veut se lancer dans le verger de prendre ses vacances en mars, en avril, en mai. Ça fait que quand lui, il arrive au pays, il sait qu'il a un mois de vacances, on prépare tout. S'il vient pour lancer les avocatiers, on prépare tout. Ça fait que quand il arrive maintenant, le mois qu'il va passer sur place, il prend le temps lui-même pour aller dans les plantations, planter, etc. De telle manière que quand il rentre, lui-même, il est sûr que là où il rentre, là, son verger a été mis en place et qu'il était là, il a vu. Une fois maintenant qu'il est rentré, il sait qu'il ne lui reste plus que le désherbage.
Chaque 2 mois, par exemple, il envoie une équipe, on défriche les champs. S'il y a quelques attaques, s'il y a un truc là, on pulvérise, on engraisse, mais l'entretien ne sera pas régulier. Donc, mes amis benguistes là qui préfèrent venir en décembre là, je vous conseille de venir plus tôt, de prendre vos vacances en mars, en avril, en mai. Vous arrivez et quand vous allez rentrer, vous n'allez pas regretter. Ok. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut monter la Success. Ah, laisse-le monter. J'ai déjà pris même. On On fait dit qu'il comment faut pour laisser quelqu'un monter? déconnecter le créateur en acceptant les demandes d'invités. Te déconnectera. Déconnecter le créateur. Ah, je sais pas. Hein. Peut-être je vais voir après. Ce qui veut dire que M. Tami, si j'ai mes moyens, je viens, je fais 2 hectares. J'irrigue ces 2 hectares. Je peux cultiver en permanence la tomate. Sans arrêt. Sans attendre les saisons. J'ai pas suivi, hein? Je dis ceci, hein. Si je Oui. viens, je prends 2 hectares de terrain. Je mets tout le matériel d'irrigation à cet endroit. Je peux cultiver la tomate sans arrêt à cet endroit. Parce qu'il ne faudrait pas mettre la terre C'est en jachère. possible. C'est possible. Le problème, c'est que il y aura beaucoup plus d'attaques. Tu vois, c'est-à-dire que après la première récolte, quand tu vas relancer, puisque les insectes seront dans les parages, il y aura beaucoup plus d'attaques. Mais ça ne veut pas Ouais. dire qu'on ne peut pas le faire, parce que comme je suis en train de dire, dans des zones, par exemple en Europe, les gars ne font pas la jachère. Tu vois, Ouais. le problème avec la tomate, tu prends la tomate, pourquoi? Parce que bon, je comprends. La tomate, quand même, c'est une culture très, euh, très compliquée. J'essaie juste... Ah, j'ai voulu essayer quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as fait. Hein. J'ai déconnecté. Monsieur Tami, il faut venir comme invité. Reviens comme invité. Monsieur Tami, reviens comme invité. Là, on prend success. On continue une fois. Success, envoie ton invitation. Monsieur Tami, reviens comme invité. Ok. Ok, Success, tu peux demander ton invitation. Oui, je disais que la tomate, c'est une culture très compliquée. Déjà très compliquée. Parce que Ah, monsieur Tami, même sans faire la... tu es encore revenu comme co-hébergeur.